Ok, salut chers abonnés. Voilà, et comme d'habitude, je vous considère toujours comme des abonnés à ma chaîne. C'est très important pour vous de vous abonner. Bon, peu importe, hein. Et puisque c'est pour vous aussi permettre de pouvoir suivre le cours de formation que je vais vous donner. Voilà, grâce à cette chaîne Entrepreneuriat TV. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les différents types de sociétés. Voilà, quand nous parlons des différents types de sociétés, c'est en fait concerne les statuts de chaque société, ce qui concerne les formes juridiques de chaque société. Vous allez aussi comprendre le mode de fonctionnement et aussi comment cela se crée. Voilà, donc les différents types de sociétés qui existent dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat. Voilà, à partir de là aussi, vous cela va vous ouvrir l'esprit, vous allez mieux comprendre, voilà, les différents types de sociétés afin de choisir quel type de société qui convient le mieux à votre activité. Voilà, donc, et aussi à votre ambition, à votre objectif. Voilà, donc ce sont ces différents types de sociétés que nous allons voir, voilà, tout à l'heure. Et donc, merci et on va commencer. Ok, donc on va comme ça dire la classification traditionnelle qui permettait de distinguer entre les différents types de sociétés s'avère aujourd'hui remise en question par des classifications nouvelles. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand on parle de différents types de sociétés, c'est la distinction, hein, comparaison, distinction et tout ça. Donc, c'est à partir de là que nous allons comprendre quels sont les types de sociétés qui existent et puis quelles sont leurs manières de fonctionner. Voilà, en ce qui concerne la classification traditionnelle, dans le temps, avait leur manière de distinguer et aussi qui est différent de la classification nouvelle que nous allons voir maintenant. Donc, on va commencer dans un premier temps sur les classifications traditionnelles. Comment ils voient les types de sociétés. Du point de vue des sociétés, la distinction la plus importante réside dans l'opposition qui existe entre société à risque illimité et société à risque limité. Donc là, c'est au niveau de la classification traditionnelle. Voilà. Dans les sociétés à risque illimité et les sociétés à risque limité. Voilà. Mais cette distinction ne doit pas occulter d'autres différenciations traditionnelles, notamment entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, et les différenciations existantes entre sociétés civiles et commerciales. Ok, donc on va continuer. La distinction entre société à risque illimité et société à risque limité. Donc là, vous allez comprendre à partir de là, dans cette distinction, vous allez comprendre les sociétés à risque illimité et les sociétés à risque limité. Par rapport à ça, vous saurez quel statut juridique vous allez emprunter, vous allez utiliser pour votre entreprise, pour votre société entreprise. Voilà. Enfin, tout simplement pour satisfaire vos objectifs ou vos ambitions. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et donc, on va continuer. Cette distinction permet aux associés de mesurer le risque qu'ils assument dans l'entreprise. Voilà. Donc, on s'entend très bien. Cette distinction permet aux associés de mesurer le risque qu'ils assument dans l'entreprise en société. Donc, on parle de société-entreprise, entreprise en société. Donc, société-entreprise, voilà. En effet, les associés ne sont rémunérés ou remboursés de leurs apports qu'après les créanciers sociaux. Et ça, on se comprend bien. Donc, je vais reprendre là. Cette distinction permet aux associés, donc on va reprendre en titre là, la distinction entre société à risque illimité et société à risque limité. Ok. Cette distinction permet aux associés de mesurer le risque qu'ils assument dans l'entreprise en société. En effet, les associés ne sont rémunérés ou remboursés
de leurs apports, qu'après les créanciers sociaux. On se comprend bien au niveau des créanciers, voilà, les fournisseurs et tout ça, voilà, machin, et puis bien d'autres œuvres que l'entreprise a dû faire. Donc, au niveau des entreprises et à risque illimité, on verra comment ça se passe, et comme aussi à risque limité, on verra comment ça se passe par rapport aux créanciers. Que décider en outre lorsque l'actif de la société est si réduit qu'il ne suffit plus à payer les créanciers? Deux cas de figure sont envisageables. Dans un premier cas qui concerne les sociétés en nom collectif et la société civile, les associés n'ont pas limité leurs risques. Donc là, on parle de sociétés à risque illimité. Voilà. Donc, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles, les associés n'ont pas limité leurs risques. Ils sont alors tenus de combler le déficit. On se comprend bien, ils sont tenus de combler le déficit. On va continuer pour la comprendre. Dans un second cas, au contraire, pour les sociétés anonymes et les SARL, ils ont limité leurs pertes. Là, ça, c'est en ce qui concerne les sociétés à risque limité. Les créanciers ne peuvent plus alors se retourner contre les associés. Dans le premier cas, la société est à risque illimité, et dans le second cas, la société est à risque limité. Okay. Cette distinction regroupe dans une certaine mesure celle qui oppose les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux. Donc là, on se comprend aussi très bien. Les sociétés à risque illimité sont les sociétés de personnes, et les sociétés à risque limité sont des sociétés de capitaux. Voilà, donc les sociétés de capitaux, les SA, les SAS, les SAL. Donc voilà, et donc les sociétés de personnes sont les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, voilà, et tout ça. Donc on va continuer. La distinction entre société de personnes et société de capitaux. Voilà. La distinction est importante, notamment en droit fiscal. Les sociétés de capitaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Ok? Les sociétés de capitaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés. C'est ce qui est très important. Donc, c'est là que vous allez voir la distinction afin de choisir le statut juridique que vous allez utiliser pour votre entreprise. Donc, on continue. Tandis que les sociétés de personnes relèvent de l'impôt sur le revenu. Elles se fondent sur les éléments suivants. Dans les sociétés de personnes, les associés se groupent parce qu'ils se connaissent et se font confiance. La société apparaissant comme une technique d'organisation du partenariat. Donc là, on avait vu dans le temps, dans le premier cours, où on a, au niveau des distinctions des caractères fondamentaux de société, je pense qu'on avait vu une fois où on avait donné l'avantage au niveau voilà, l'avantage d'aller dans la création d'une société. On avait vu les organisations techniques et l'organisation du partenariat et tout ça. Donc là, c'était dans la vidéo précédente. Donc on continue sur ce point-là pour dire que dans les sociétés de personnes, les associés se groupent parce qu'ils se connaissent et se font confiance. La société apparaissant comme une technique d'organisation du partenariat. C'est pourquoi dans ces sociétés, l'intitut personnel est primordial. Ça veut dire que au niveau de l'intention de la personne est primordial. Donc, ils doivent se connaître, ils doivent vraiment savoir si son associé a vraiment l'intention et est engagé vraiment pour la société, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Donc, en fait, ces personnes dans ce type de société, voilà, des sociétés de personnes, ils doivent vraiment se connaître et avoir confiance en l'un et l'autre pour comprendre que chacun d'entre eux sont vraiment prêts
pour se battre pour le meilleur, pour le pire, pour leur société. Ok. La part de l'associé que l'on appelle part d'intérêt, ça c'est dans les sociétés de personnes, n'est ainsi cessible qu'avec, cessible c'est voilà, accès à ça ou divisé, qu'avec le consentement de tous les autres associés et le décès ou l'incapacité de l'un d'eux, mais en principe fait à la société. Ok. Donc, excusez un peu. La société, voilà, met fin à la société. La société en nom collectif, la société en commandite simple et la société civile sont des sociétés de personnes. Donc, on reprend aussi tout simple pour comprendre. En ce qui concerne dans les sociétés de personnes, les associés, pardon, se groupent parce qu'ils se connaissent et se font confiance. La société apparaissant comme une technique d'organisation du partenariat. C'est pourquoi dans ces sociétés, l'intuitu personni, c'est un peu, je ne sais pas en quelle langue anglais ou un truc, est primordial. Donc, c'est une manière de paragrapher, voilà, le truc. Donc, quand je parlais de l'intuitu personnel, ça veut dire quoi? C'est l'intention, la volonté vraiment de l'associer, de se battre pour être disponible pour le meilleur, pour le pire, pour la société. La part de l'associé que l'on appelle part d'intérêt n'est ainsi cessible qu'avec le consentement de tous les autres associés. Et le décès ou l'incapacité de l'un d'eux met en principe fin à la société. Donc, ce sont la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société civile sont des sociétés de personnes. Okay. À l'opposé, dans les sociétés de capitaux, la personne des associés est indifférente. Chaque associé n'est tenu que dans la limite de ses apports. L'action qu'il a reçue est en principe librement négociable. La mort ou l'incapacité d'un actionnaire n'entraîne pas la dissolution de la société. Le type le plus marqué de société de capitaux est la société anonyme, SA. Voilà. Ok. Pourtant, force est de constater que cette distinction est rarement tranchée en droit des sociétés. En effet, d'abord, le législateur a lui-même prévu des catégories mixtes. Ainsi, la SARL emprunte aux deux catégories. L'intuitu personnel, l'intention de la personne en la volonté d'être pour le meilleur, pour le pire, pour la société, il demeure marqué dans les SARL, puisque les cessions de parts sociales et des tiers nécessitent le consentement de la majorité des associés, représentant les 3/4 du capital social. Voilà pourquoi un peu, en ce qui concerne les SARL, ils sont directement associés aux PME, petites et moyennes entreprises. Donc, en fait, c'est le fait qu'ils sont associés aux PME, il est utile de donner vraiment des outils de force à cette entreprise afin que cette entreprise émerge. Donc, elle est en même temps, le législateur a en même temps prévu en ce qui concerne la personnalité de l'entreprise, des associés, qui est très important puisque c'est une nouvelle entreprise qui vient et une PME, une petite entreprise, une moyenne entreprise et un capitaux pour pouvoir soutenir la société afin que quelle que soit la situation, la société puisse toujours résister aux difficultés et pouvoir émerger. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, là, je me retrouve ici. Donc, on va reprendre comme ça. La SARL, ainsi, la SARL emprunte aux deux catégories, l'intuitu personnel, il demeure marqué, puisque
les cessions de parts sociales à des tiers nécessitent le consentement de la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social. Donc, voilà, si cession de parts sociales, si il doit arriver que les tiers, ce sont les personnes externes de la société, voilà, qui peuvent vouloir venir prendre la part comment dirais-je, un des associés dans la SAL. Voilà, donc tout cela, avant que cette action se réalise, il faudrait le consentement des 3/4 des représentants du capital social. Voilà. Mais, d'un autre côté, les associés voient leurs responsabilités limitées à leurs apports, ce qui est une caractéristique des sociétés de capitaux. De même, les associés par action simplifiée, voilà, de même, les sociétés par action simplifiée, SAS, instaurées par la loi du 3 janvier 1994, connaît une limitation de responsabilité aux apports, comme dans les sociétés de capitaux, mais aussi une forte prise en compte de la personnalité des associés, comme dans les sociétés de personnes. Okay. Donc, on se comprend bien et ça va aussi simple. En ce qui concerne la connaissance d'une personne en tant qu'associé, là on va à la société de personnes. Donc, en ce qui concerne les limites d'un associé, en ce qui concerne la liberté en quelque sorte d'un associé d'une entreprise, là on parle de société de capitaux. Ok, donc on va continuer. En second lieu, ce sont les associés qui peuvent eux-mêmes opérer des rapprochements entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Ainsi, dans les sociétés en nom collectif, l'acte instituant la société peut écarter la dissolution pour cause de mort ou d'incapacité de l'un des associés. Voilà, puisque un peu plus en haut, on avait dit que les sociétés de personnes en ce qui concerne la société en nom collectif, si un des associés mourait, la société tombait. Donc là, on peut, en ce qui ce paragraphe dit que les associés peuvent s'entendre de telle sorte qu'ils votent un règlement intérieur qui voudra que même si un associé meurt, décède, la société continue toujours d'exister. Je pense que je me fais comprendre. Voilà. Ainsi, dans les sociétés en nom collectif, l'acte instituant la société peut écarter la dissolution pour cause de mort ou d'incapacité de l'un des associés. De même, dans les sociétés par action, les statuts peuvent prévoir des clauses d'agrément qui subordonnent la cession d'actions à l'accord des associés. Ok. Donc, on continue maintenant la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Pendant longtemps, cette distinction a été très importante. Elle consacrait en effet la transposition en matière de société de la distinction opposant les commerçants et les non-commerçants. Voilà, donc elle consacrait en effet la transposition en matière de société de la distinction opposant les commerçants et les non-commerçants. La société commerciale seule était soumise au statut dérogatoire des commerçants, notamment en matière de compétences juridictionnelles, de preuves de prescription, de solidarité, etc. Cette distinction conserve son intérêt,
Il convient donc de l'exposer avant de présenter les différentes formes de société civile et commerciale. Et donc voilà, a priori, la distinction semble simple. Serait civile la société qui a une activité ou un objet civil. Serait commerciale la société qui a une activité ou un objet commercial. Toutefois, certaines sociétés sont commerciales en la forme, quels que soient leurs objets. C'est le cas de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée, la société anonyme SA, la société à responsabilité limitée SAS, SAL, les sociétés en nom collectif et en commandite, et les sociétés en commandite. La société civile, elle, ressemble à la société en nom collectif. Les associés sont responsables indéfiniment des dettes sociales. Ils ne peuvent céder leurs titres que dans les formes de la cession de créances civiles. Toutefois, leur responsabilité n'est que conjointe, c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle à leur participation dans le capital de la société. On se comprend bien. À l'opposé de l'obligation solidaire, laquelle entraîne l'obligation de chaque associé pour l'ensemble des dettes sociales. Certaines sociétés civiles disposent d'un statut spécial. Ainsi, les sociétés civiles de placement immobilier bénéficient d'un régime particulier, notamment parce que la responsabilité des associés n'est pas indéfinie. Elle est limitée à 2 fois la fraction du capital de l'associé dans la société. En outre, les sociétés civiles sont autorisées sous certaines conditions à faire appel public à l'épargne. Appel public à l'épargne, nous allons voir, voilà, c'est un mot aussi important, voilà, et nous allons voir ça aussi par la suite des cours pour ceux qui seront abonnés et qui vont me suivre. Le domaine de l'agriculture est également riche en sociétés à statut spécial. On y trouve par exemple le groupement forestier, le groupement agricole d'exploitation commune et le groupement foncier agricole. Les professions libérales, enfin, sont régies notamment par une loi du 19 novembre 1966 qui fixe quelques grands principes généraux et qui laisse à ces décrets l'application, le soin de réglementer chaque profession. Aujourd'hui, les sociétés civiles professionnelles sont 2 espèces, deux moyens et d'exercice en outre. Depuis la loi du 31 décembre 1990, il peut être constitué pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Voilà, est protégé des SARL ou des sociétés par action qui ont pour objet l'exercice en commun de la profession. Cela concerne par exemple les architectes, les avocats, les notaires, les médecins, les sages-femmes. Donc voilà, je pense qu'on se fait bien comprendre sur ce point-là. Les sociétés civiles professionnelles, là. Donc là, concernent tout simplement les architectes, les avocats, les notaires, les médecins, les sages-femmes. Okay. Les sociétés commerciales, la plus ancienne est la société en nom collectif. Réglementée aux articles 10, 11 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, elle
elle définit comme celle où les associés ont tous la qualité de commerçants et regroupent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. On en trouve des exemples dès le Moyen Âge. En Italie, notamment, la compagnie des Médicis à Florence était une société en nom collectif, SNC. De nos jours, elle est utilisée pour organiser les petites entreprises familiales et parfois aussi dans les grands groupes qui peuvent y trouver un instrument de concentration de leur activité. Elle est l'exemple type de la société à risque illimité, aggravée par le caractère solidaire de l'engagement des associés. Ok, on se comprend bien. Aggravée par le caractère solidaire de l'engagement des associés. Vient ensuite la société en commandite qui peut être simple ou par action. La société en commandite simple est réglementée aux articles 23 et suivants de la loi. Elle réunit deux catégories d'associés. Les commandités d'un côté qui ont le statut d'associés et non collectif et qui sont donc commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les commanditaires d'un autre côté qui ne sont pas commerçants et qui répondent des dettes sociales seulement en concurrence du montant de leur apport. Donc, on continue. La gérance est réservée aux commandités, puisque ce sont eux qui assument les risques les plus importants. Les commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion. Les commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion. La société en commandite par action réalise un croisement entre la société en commandite simple et la société anonyme. Et son régime emprunte à l'une et à l'autre de ces formes opposées. Quelles dispositions propres figurant aux articles 252 et suivants de la loi Ainsi, comme dans la commandite simple, la gérance est confiée au commandité, voire à un tiers étranger à la société. La gérance ne peut être assumée par un commanditaire à qui la loi défend ainsi aussi toute immixtion dans la gestion. La société anonyme SA constitue un autre type de société commerciale. Elle se définit comme une société constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Et donc, les droits sont des actions négociables, ce qui les assure d'une grande liberté d'entrée et de sortie, comme j'avais dit, tout en rendant la société invulnérable aux accidents qui peuvent affecter ses actionnaires. La société anonyme a été conçue à l'intention des grandes entreprises. Elle est régie par les articles 13 et suivants de la loi de 1966. Elle requiert au moins 7 actionnaires, un capital minimum d'un certain montant, un formalisme onéreux, ça veut dire coûteux, cher, qui font beaucoup dépenser. Les actionnaires élisent un conseil d'administration ou de surveillance et ce conseil confie la direction des affaires de la société à un président ou un directoire. Sur ce côté, nous allons voir quand nous allons arriver sur les formes juridiques qui seront aussi comment
quand on parle de forme juridique, les différents types de sociétés. Nous allons voir comment se créent les différents types de sociétés, comment elles fonctionnent. Voilà, là, on va voir où utiliser le mot PDG ou gérant ou directeur, voilà, ou directoire. Donc, tout ça, là, il y a une différence que vous allez comprendre au fur et à mesure de la formation. Donc je reprends là. En 1981, voilà, je pense bien, je suis toujours sur la même ligne. Donc, en 1994, il a été créé un nouveau type de société anonyme. La société anonyme simplifiée. Prévue aux articles 262-1 et suivant de la loi, elle est une structure destinée à la création d'entités communes à plusieurs grandes sociétés. En effet, elle ne peut avoir pour actionnaires que des associés disposant d'un capital social d'au moins 1,5 million de francs. Okay. On voit donc que seules les sociétés puissantes peuvent constituer une SAS. C'est ce qui explique que ces règles de fonctionnement soient considérablement allégées, d'où son nom en effet, d'où son nom, société voilà, anonyme simplifiée, voilà, d'où son nom. Donc, d'où son nom, société anonyme simplifiée. En effet, les actionnaires puissants ont moins besoin de protection que les autres. Les deux types de sociétés anonymes et la société en commandite par action appartiennent à la catégorie des sociétés par action. Enfin, la société à responsabilité limitée définie par la loi de 1966 dans son article 34 est celle instituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Ce qui la distingue de la société anonyme est précisé par l'article 42 qui souligne que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. D'autres sociétés, enfin, sont dénuées de personnalité morale. La société en participation d'abord, qui est la société que les associés ont décidé de ne pas immatriculer, qui est occulte si les associés ne la révèlent pas aux tiers. Ostensible dans le cas contraire et qui est régi par les articles 1871 et suivant de code civil, la société créée de fait, ça aussi c'est notre soutien, la société créée de fait, SCF, voit son existence reconnue lorsque des personnes se sont comportées comme de véritables associés. Elle est régie par les dispositions sur la société en participation. Ces deux dernières sociétés sont soit civiles, soit commerciales selon le type d'activité qu'elles entreprennent. Donc là, comme je vous dis, c'est un document pour ceux qui en ont besoin et vous pouvez aussi me faire signe par email et je vais vous apporter. Donc après cela, on va rentrer en profondeur même des statuts et règlements intérieurs. Voilà, sur toutes les formes juridiques que nous avons vues, nous allons rentrer dans le développement général des statuts et règlements intérieurs, de ces statuts-là juridiques, de ces formes juridiques, de ces formes juridiques. Voilà, donc nous allons voir maintenant comment se crée une société anonyme, comment elle fonctionne, comment se crée une SARL, comment elle fonctionne, qui sont ces personnes qu'on met à la tête de tous ces types. Donc là, ce serait des formations payantes, c'est très important, ce sont des documents de pointe, voilà, et pour chaque entrepreneur, afin que au fini de cette formation, vous soyez capable, comme nous avons dit, cette formation vous rendra
comme des entrepreneurs capables de diriger tout type d'entreprise, et d'être des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires. Lorsqu'on dit vous êtes des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires, ça veut dire quoi? Si on vous donne une société qui a un statut juridique, est-ce que vous saurez comment elle fonctionne? Voilà. Si on vous donne si vous êtes à la tête d'une société SAL, vous saurez comment elle fonctionne. En nom collectif, vous saurez comment elle fonctionne, comment elle s'est créée, comment elle fonctionne. Donc, c'est tout ça. Donc, ce serait une formation payante pour vous lorsque nous allons arriver en gestion de société. Voilà, ça va venir. Pour ceux qui seront abonnés, abonnez-vous et voilà, vous aurez aussi ces informations-là. Donc, pour l'instant, nous passons un peu sur les brefs types de sociétés qui existent. Voilà. Donc, on va continuer. Voilà, si je me retrouve, je vais reprendre là. Voilà, bon, la société créée de fait voit son existence reconnue lorsque des personnes se sont comportées comme de véritables associés. C'est pour ça que tel son nom indique, société créée de fait. Voilà, les personnes se sont comportées comme de véritables associés dans un groupement et puis donc du coup, la société se crée de fait par rapport à la situation. Elle est régie par les dispositions sur les sociétés en participation. Ces deux dernières sociétés sont soit civiles, soit commerciales selon le type d'activité qu'elles entreprennent. Toutefois, la distinction tend à s'estomper. En effet, le statut des sociétés commerciales et des sociétés civiles s'est rapproché. Depuis la loi du 13 juillet 1967, elles sont les unes et les autres soumises aux procédures collectives. Depuis la loi du 4 janvier 1978, elles sont soumises à un droit commun, notamment en matière de publicité, de pouvoir et responsabilité des dirigeants, de nullité et de dissolution. De même, la situation des associés connaît des solutions très diverses, mais qui ne dépendent plus du caractère civil ou commercial de la société. Ok. Donc maintenant, on a fini là sur les distinctions traditionnelles et comment dirais-je, on avait donné dans les premiers temps, excusez, les distinctions traditionnelles et au niveau de la classification traditionnelle et la classification nouvelle. Donc, pardonnez, la classification traditionnelle, c'est ce que nous avons fini. Maintenant, on va aller sur les classifications nouvelles. Comment les classifications nouvelles voient les différents types de sociétés qui existent en entrepreneuriat. Les classifications nouvelles, ces classifications s'efforcent de distinguer selon la source de financement de la société ou selon son appartenance. Ainsi, d'une part, la société peut être financée par des capitaux de proximité ou par des capitaux du marché financier. D'autre part, il existe une classification des sociétés selon qu'elles appartiennent au secteur public ou au secteur privé. Okay. Le financement de la société par des capitaux de proximité ou par des capitaux du marché. Cette distinction selon la source de financement de la société figure dans le droit positif à l'état encore embryonnaire, mais elle tend à s'accentuer. La société fait appel à des capitaux de proximité lorsqu'elle se contente d'un nombre restreint d'actionnaires pour son financement. Au contraire, elle fait appel au marché financier lorsqu'elle passe par l'intermédiaire d'un établissement bancaire pour placer ses titres. Lorsqu'elle décide de les proposer aux investisseurs actifs à la bourse. Nous allons voir aussi la bourse et comment la bourse fonctionne et tout ça. Donc, au fur et à mesure, pour mieux comprendre ces différents types de sociétés. Ou enfin, lorsqu'elle regroupe plus de 300 actionnaires. Dans ces hypothèses, la société doit remplir certaines conditions. Par exemple, elle doit émettre des titres librement négociables. Elle doit avoir un capital beaucoup plus élevé que les sociétés fermées. 1,5 million contre 250 000 francs
pour une SA, et ne faisant pas appel public à l'épargne. Voilà, donc on se comprend bien. Donc, ce type de société, on va aller justement, par exemple, elle doit émettre des titres librement négociables. Elle doit avoir un capital beaucoup plus élevé que les sociétés fermées. 1,5 million contre 250 000 francs pour une SA, une société anonyme, ne faisant pas appel public à l'épargne. Sa constitution et son fonctionnement sont astreints à des procédures et à des mesures de publicité plus complexes. Enfin et surtout, elle est soumise au contrôle d'un organisme administratif, la commission des opérations de bourse. On avait déjà vu ça et on va voir ça encore par la suite lorsque nous allons arriver sur le cours au niveau de la bourse. Okay. Dotée de nombreuses prérogatives, car ne sont plus en jeu de seuls intérêts purement privés, mais également des considérations relevant de l'ordre public économique. Au sens large, en effet, lorsque des épargnants achètent des actions de grandes sociétés cotées, leur sort n'intéresse pas seulement ces derniers, mais plus généralement la politique économique de l'État. Donc voilà un peu comment on comprend ce monde, ce type de société-là. Donc au niveau de la classification nouvelle. Donc on va aller maintenant pour finir. L'appartenance de la société au secteur public ou au secteur privé. L'État et les autres personnes morales de droit public détiennent des participations dans de très nombreuses sociétés. Notamment depuis la nationalisation de 1981 à 1982, on voit ainsi peu à peu se développer un statut propre aux sociétés du secteur public, statut dont l'originalité dépend de la fraction de capital détenue par l'État. Ainsi, les sociétés totalement nationalisées, celles où l'État est seul actionnaire, présentent un très grand particularisme. Leur conseil d'administration est composé de représentants de l'État, de représentants des salariés, voire de représentants d'usagers. Mais le particularisme est encore fort, même dans les sociétés où l'État détient seulement une participation majoritaire. Ces sociétés sont certes régies entièrement par la loi de 1966, mais leur conseil d'administration doit obligatoirement comprendre des représentants des salariés. Et la Cour des comptes exerce sur elle un contrôle. Donc là, nous allons voir par la suite de là, le prochain cours, où nous allons voir l'entreprise publique. Voilà, comment se crée une entreprise publique et comment elle fonctionne. Donc, à vous de vous abonner. Et pour ceux qui ont besoin encore du document, je le répète, vous pouvez me faire signe par email et puis je vais vous les apporter. Donc, si vous voulez aussi suivre, connaître la création et le fonctionnement d'une entreprise publique, voilà, à vous de vous abonner et puis maintenant vous aurez ces cours de formation là. C'est aussi tellement simple pour nous et cela vient dans notre intérêt. Donc on va continuer maintenant pour finir. Et là je me retrouve, voilà. Donc on disait ici par exemple au niveau de ces sociétés sont certes réglementées par la loi de 1966. Mais leur conseil d'administration doit obligatoirement comprendre les représentants des salariés. Et la Cour des comptes exerce sur elle un contrôle. À l'inverse, les sociétés privatisées sont en principe soumises au statut de droit commun des sociétés privées. Donc là encore, on va voir encore les sociétés qui privatisées, tout cela. Voilà, on va voir tout cela, comment elle se crée, comment elle fonctionne. À vous de vous abonner pour suivre aussi la suite de la formation. Donc, je reprends là. À l'inverse, d'ailleurs, les sociétés privatisées sont en principe soumises au statut de droit commun
des sociétés privées. Mais l'État peut les maintenir sous sa coupe par divers moyens. Il peut ainsi s'octroyer le droit de nommer un administrateur, de contrôler la cession d'actions importantes ou de s'opposer à certaines cessions d'actifs. Donc voilà, aujourd'hui c'est fini pour les différents types de sociétés. C'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, moi c'est Toussaint l'entrepreneur sur Entrepreneuriat TV. Voilà, qui a pour but de faire la promotion de l'entrepreneuriat, former en entrepreneuriat dans la création et le fonctionnement d'entreprises. Vous allez apprendre à partir de cette chaîne les droits des affaires, la gestion en entreprise et la vente en entreprise, les marchés et tout ça, l'entreprise et le marché, le mécanisme du marché. À partir aussi de cette chaîne, nous voulons créer un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs pour qu'ensemble nous puissions faire des affaires. Afin que pour ceux qui recherchent des financements, des partenaires d'affaires, des business angels puissent pouvoir les obtenir à partir de cette chaîne. Nous aussi participons à la création d'entreprises. Nous allons à partir de cette chaîne vous proposer des indices de création d'entreprises, des idées d'investissement pour permettre pour participer à la facilité de créer une entreprise de chacun et aussi ce qui va créer de l'emploi et lutter contre la pauvreté. Nous pouvons à partir aussi de cette chaîne participer à soutenir chaque porteur de projet dans la recherche de financement. Ce serait possible. À partir de cette chaîne, il y aura des systèmes qui seront mis en place pour permettre à toute personne qui dispose d'un projet fiable et viable de pouvoir obtenir un financement. Aussi, à partir de cette chaîne, nous allons permettre à tous ceux qui suivent notre cours de formation d'aide des entrepreneurs investisseurs. Voilà, à partir de comme premier investissement 13 000 francs ou 20 €, 29 $. Voilà, c'est un premier investissement que vous allez mettre. Nous allons vous présenter ce système-là afin que vous fassiez de l'argent à partir de cette chaîne en tant qu'entrepreneur investisseur. Cela est possible. Voilà. Et donc, à vous de vous abonner. Et aussi, à partir de cette chaîne, nous vous permettons de laisser en commentaire tous vos savoir-faire, tous vos talents. Si vous êtes un artisan, si vous savez faire quelque chose, si vous êtes une entreprise, si vous avez des produits à vendre, à commercialiser, vous pouvez les laisser en commentaire et partager ces vidéos au maximum dans tous les réseaux sociaux. Vous aurez forcément vous trouverez forcément votre cible. Donc, c'était Toussaint l'entrepreneur pour vous servir sur Entrepreneuriat TV. À la prochaine.